Bonjour à toutes et à tous, ici Maline Layolo sur InfoGiron pour les nouvelles de la journée du 23 mai. Nos investigatrices, qui suivent la section de recherche, nous ont rapporté que la capitaine en charge de l'affaire semblait très joyeuse. Faut-il y voir un signe ? Sans transition, notre expert météo nous annonce que dans les Landes, l'Adour pourrait déborder ce jeudi. La section de recherche menée par Huard est à la ferme de Chordy. Après s'être fait une petite frayeur en essayant de se tirer dessus, ils ont découvert à l'étage de cette ferme une sorte de camp, on va dire, puisqu'il y avait tout un espace pour dormir et se tenir, où on a retrouvé beaucoup des affaires qui ont été volées lors de la tuerie de Villegouge. Et on s'est arrêté à ce moment de tension où Huard était peut-être ravi d'avoir, je sais pas, mis les pieds dans le plat. Ah non, c'est le loot là. On a trouvé le truc ultime là. On a trouvé plein de choses. On a trouvé 5 lits de camp, ce qui implique 5 personnes potentiellement impliquées dans la tuerie de Villegouge, sachant que nous on a 4 suspects. Donc ça veut dire qu'il y en a un 5e qu'on connaît pas, ou une 5e qu'on connaît pas en l'occurrence. On a trouvé les ordinateurs qui ont tous été volés, donc potentiellement des informations non seulement sur les victimes, mais peut-être aussi sur les suspects. Surtout, par exemple, Mary Ulbricht qui filmait dans son donjon, donc pour peu que sa webcam elle ait été allumée au moment où elle s'est fait tuer, là, on aura une vidéo probante. Mm-hmm. On a trouvé des armes, donc dont les armes qui ont été volées par chez les Bazas, le fusil de chasse, les mains, tout machin. Un lit de camp. Et là, hint au maître du jeu. Eh ben, quand on dort sur un lit de camp, la plupart du temps, on perd des cheveux, on transpire, tu sais, comme tous les humains normaux, on n'est pas les androïdes, c'est-à-dire que il y a 2 tonnes d'ADN. Mm-hmm. Donc, c'est facile de déterminer qui dort sur un lit de camp. Il faut juste pas prendre de temps et d'avoir le truc. Donc là, c'est la grande révélation. On est tous super excités. On a juste fait le tour de base. Mais on fait super attention pour ne pas contaminer la scène. Il faut absolument que les tics arrivent et qu'elles nous ratissent entièrement tout le truc. Ensuite, moi, mon espérance, c'est que c'est là où créchait Sophie Yansky pendant un certain temps, et que peut-être qu'elle va même y revenir. Donc il va falloir qu'on soit poste un plancton, soit j'ai une super idée. Si on n'a pas forcément les moyens de mettre un gendarme en permanence en surveillance, parce que 24/7 au milieu de la pampa, c'est pas forcément discret ni financièrement viable, mais peut-être que je pourrais déposer une sorte de babyphone / webcam caché dans le truc qui nous alerterait dès que quelqu'un s'approche. Et donc du coup, on pourrait avoir une équipe d'intervention sur place qui est proche pour aller investiguer dès qu'il y a une détection ou un truc comme ça. Donc ça, c'était mon idée. Une fois que tout sera fini, qu'on aura bien vidé la zone, qu'on aura tout analysé, etc., clairement. Et puis, outre le méga loot, il y a quand même aussi l'hôtel chelou en bas, les cages, les squelettes. Qui dit squelette dit identification, hein, il faut bien savoir qui c'était, etc., etc. Donc c'est très excitant. Et Aurore, qui était dans cette espèce de phase de frustration ultime, et qui attend juste de trouver un cheveu blanc qui appartient à Pierre Ménard pour le foutre en prison définitivement, après qu'il l'ait fait tourner en bourrique dans cette interview maudite. Là, elle est prête, là. Elle est prête à faire des interventions directes où elle va tous les mettre sous les barreaux, là. C'est parfait. Sans compter, juste pour finir, je finis ma tirade, hein, sans compter que on s'entend avec toutes les informations qu'on a réunies et les suppositions qui ont été faites, les victimes, c'était pas des anges non plus, et c'est peut-être aussi une opportunité de non seulement clarifier ou de trouver un lien avec le meurtre de Mélissa Laplace, comme l'a indiqué notre ami Nemo, qui n'est pas un poisson clown, mais une vraie personne. Donc du coup, ça permettrait aussi de rendre la justice aux parents et à la famille de Mélissa Laplace, mais aussi ça pourrait révéler ce qui s'est passé. Est-ce que c'est un culte? Est-ce qu'il y a vraiment eu des enlèvements il y a 20 ans, des enfants torturés et violés, etc. Donc c'est peut-être le point d'orgue sur beaucoup de choses, si on s'y prend bien. Donc là, on est vraiment au nexus de l'enquête. En tout cas, c'est comme ça que Aurore se sent, et là, elle va tout faire pour faire en sorte que ça marche. C'est parfait.
Donc, on fait quoi, maître du jeu? Qu'est-ce qui se passe là maintenant? Donc déjà, la première chose qui se passe, c'est monter en compétence. Vous êtes arrivé à un moment clé et charnière, donc tu vas pouvoir choisir une nouvelle progression sur ta fiche. Ouh, génial! C'est dans les capacités spéciales, c'est ça? Oui, en fait, tu coches une progression et donc tu peux choisir les deux. Parce que tu coches le premier cercle en fait de ta progression, t'as accès à toutes les améliorations de la ligne. Ok, donc là je passe au deuxième parce que j'avais déjà eu la première. Voilà. Votre personnage découvre une nouvelle capacité spéciale, donc on va la choisir, et le score de vie de votre personnage est désormais D6. Pourquoi il était quoi? Ah, c'était D4. Ah ouais, bah j'ai un D6 en vie maintenant. Wouhou! Et tu dois choisir une de ces deux améliorations. J'ai choisi une amélioration. Donc dans les capacités spéciales, j'ai déjà la criminalistique, celle qui me permet d'analyser les preuves avant de les envoyer pour analyse. Et donc, les trois autres qui me restent, c'est analyse. Une fois par session de jeu, vous pouvez passer une demi-journée en entretien avec un autre enquêteur pour tenter de l'apaiser. En gros, je deviens le psy de l'équipe. La deuxième, psychologue. Alors, c'est drôle parce que c'est autre chose. Une fois par session de jeu, vous pouvez relancer un test de bagot échoué. Vous choisissez le résultat de votre choix. Et finalement, poussée d'adrénaline. Une fois par session de jeu, regagner un niveau de vie. Alors là, dans un contexte où je suis le seul joueur et que Aurore est le personnage central, on a du mal à faire le contexte analyse, même si on sait que Missali a des problèmes avec sa grand-mère, que Joss a des problèmes d'amour, que Brochard a des problèmes avec... je sais plus ce qu'il a, Brochard, et que Tellier, il a des problèmes avec sa maîtresse. Ou c'est Brochard qui a un problème avec sa maîtresse et Tellier, c'est autre chose, je me souviens plus. C'est Brochard qui a un problème avec sa maîtresse. C'est quoi son problème à Tellier? Tellier, il a un enfant qui est un peu problématique à l'école et il a un anniversaire à organiser. Ah oui, non, donc c'est pas beaucoup mieux, hein, pour être honnête. Sachant qu'Aurore, elle a aussi ses propres problèmes avec son frère, tu sais d'ailleurs, avec qui ça fait au moins quelques jours qu'elle a pas eu de nouvelles. 2 jours peut-être. Donc elle devrait peut-être s'inquiéter. Donc, tout ça pour dire que je vais faire le choix qui paraît le plus logique. Donc je vais prendre psychologue, et psychologue, une fois par session de jeu, vous pouvez relancer un test de bagot échoué. Vous choisissez le résultat de votre choix. Ensuite, faut dire que j'ai pas perdu un point de vie de tout le début de la campagne, donc si ça se trouve, ça annonce la suite du jeu, où en fait on va vraiment faire des trucs d'action, mais pour l'instant il m'est rien arrivé, donc il n'y a aucune raison que je prenne la poussée d'adrénaline. Il faut être cohérent avec son personnage. Voilà, ça y est, super, génial. Donc ça, c'est un très bon début. Effectivement, c'est avec l'enthousiasme et tout ça pour l'équipe et avoir appelé le TIC en renfort. Donc on était le 23 mai dans l'après-midi quand Aurore et son équipe ont fait ces démarches-là. Donc elles ont commencé à balayer le terrain. Donc effectivement, tout ce que tu as décrit était correct sur le loot. Il semblerait que personne n'ait dormi dans les lieux. En tout cas, les sacs de couchage, tout est mis en position pour être utilisé, mais la première inspection, en fait. T'as dit ça parce que j'ai parlé de l'ADN, l'horreur. Si j'avais rien dit, peut-être qu'ils auraient dormi dedans. Non, ça veut dire que tu penses qu'il y a certainement des empreintes et tout ça c'est sûr, mais par contre, t'es pas sûr qu'il y ait des traces d'ADN, ou en tout cas, ça sera pas si flagrant comme si quelqu'un avait dormi. Donc c'est bien, il y a du boulot de TIC, donc ça c'est parfait. Il faut les empreintes digitales à prendre, c'est plus facile que l'ADN aussi, quoi. Donc déjà, il faut commencer par les empreintes digitales. Exactement. Il y a le sac des menottes, donc il y a bien quelqu'un qui les a touchées, ces menottes, même si on n'est pas forcément persuadé que c'est Sophie Yansky. Il y avait aussi une grenade lacrymogène, vous avez vu, un taser. Ouais, donc déjà ça fait... Et du coup, alors juste rappelle-moi, côté empreinte digitale, donc on avait celle de Sophie, on avait celle de Pierre Ménard, et on avait celle des Vannier, puisque ils sont venus... On avait fait tout ça, non? Alors, donc Pierre Ménard, c'est sûr, Sophie Yansky, c'est sûr. Pour les Vannier, vous les avez fait venir, je ne me souviens pas s'il y a eu une raison particulière quand vous avez fait convoquer de leur faire prendre leur empreinte digitale à ce moment-là aussi, quoi. Non, Vanny, j'avais juste fait l'ADN parce que je lui avais fait faire boire une bouteille d'eau et et j'avais récupéré son ADN à travers la bouteille d'eau. Ok, je me souvenais plus de ça, donc voilà, c'est peut-être la seule chose que t'as. Sinon, après, il faut aller faire une perquisition chez eux pour les prendre, hein. Mais l'ADN, c'est plus long, c'est ça? Ah, l'ADN, c'est plus loin. En 2013, ouais, t'en as quasiment pour un mois. La problématique, c'est que comme c'est une technique qui devient à la mode, il y a beaucoup de demandes, donc t'as déjà, si tu fais pas pression, t'as quasiment 2 semaines de liste d'attente, quoi. Et après, t'en as pour une bonne grosse semaine de tests, et après le rapport encore une semaine.
Donc t'arrives au bout d'un mois si tu ne fais pas accélérer les choses, quoi. L'autre chose, c'est que vous arrivez au bout des 24 heures de la garde à vue de Pierre Ménard, donc il faut avoir un moyen, un levier pour le prolonger, et donc demander au juge des libertés de prolonger la garde à vue, et donc d'annoncer à Pierre Ménard qu'il faut être en garde à vue prolongée, donc lui donner des raisons. Donc quand t'as appelé, ou je ne sais pas qui de l'équipe a appelé pour faire venir l'éthique et tout ça, il y a une partie de l'équipe qui doit retourner à la gendarmerie pour cette tâche-là, et aussi parce que la juge d'instruction, Maître Lopez, t'a convoqué pour un débriefing, puisque suite à l'article qui est paru dans Sud-Ouest sur l'affaire financière et où t'en es et la demande de garde à vue, elle voudrait comprendre les éléments que t'as entre les mains et comment elle doit gérer ça. D'accord. Donc, ok, donc là, c'est la juge d'instruction directement qui me demande de me pointer. Ouais. Donc, c'est pas le procureur. Non, c'est la juge d'instruction, ouais. J'imagine que... Est-ce que le commandant va être là aussi? Ou je lui envoie un message pour lui demander s'il va être là aussi? Parce qu'à mon avis... Moi, je dis que si tu lui envoies un SMS ou tu l'appelles, il te dit c'est à toi de gérer, il sera là de backup s'il y a besoin, mais sinon, c'est à toi de gérer, c'est ton affaire. D'accord. Non, mais je sais pas, je respecte la hiérarchie, quoi, d'habitude. C'est pas les petits capitaines qui parlent au juge d'instruction, mais aucun problème. Si, dans ce cas-là, dans ce contexte-là, tu le sais, hein, c'est toi qui étais en lien direct. Donc après, c'est le commandant Mata, il intervient que s'il y a quelque chose en plus, mais là, la juge d'instruction, c'est toi l'opérationnel judiciaire qui lui est rattaché, quoi. Puisque le procureur lui a délégué le rôle, quoi. Du coup, je vais laisser Messali et Brochard sur place pour s'occuper s'occuper. Ils savent ce qu'il y a à faire, quoi. Il faut soutenir la gendarmerie scientifique jusqu'au moment où ils ont fini de tout ratisser. Je glisse à Brochard qu'il aille rapidement acheter un babyphone et qu'il aille le planquer quelque part une fois que tout le monde sera parti. Parce que je pense que c'est une idée tordue, mais que ça risque de marcher. Il va falloir qu'on réfléchisse à ce truc-là, parce que vu que ça ne peut être un truc que sur batterie, parce qu'il n'y a pas d'électricité dans le lieu, ou alors il faudra trouver un moyen de faire un raccord ou autre avec un truc électrique à l'extérieur, mais pour l'instant, il y a donc c'est un truc sur batterie, et il faut trouver un système. Mais on prend l'idée, ouais. Mais il y avait l'électricité à la ferme? Non. Si. Parce qu'on a allumé la lumière. Eh ben, j'ai fait un fumble alors, s'il n'y avait plus d'électricité. Ok, t'as raison, dans la cave, il restait l'électricité. Donc on va dire qu'effectivement, donc dans la cave, il y avait encore un truc qui était pêché, par contre à l'étage, il n'y avait pas d'électricité. Et pas d'internet. Bon, on va dire que c'est un problème de raccord parce que c'était à l'abandon, quoi. Ah, d'accord. Alors ouais, vraiment, tu fais tout pour me compliquer la vie, mais je vais pas me laisser me démonter. Exactement, c'est l'ambiance. On va acheter un babyphone à pile. Ouais, très bien. Là, on mise juste sur la chance que Sophie Yansky, si elle y revient régulièrement là, ne s'est pas rendu compte qu'il y a à peu près 15 voitures de la gendarmerie devant la ferme depuis plusieurs heures. C'est ça. Avec des mecs qui mettent du balisage. Et qu'elle est parcellée à aucun voisin, à aucune personne du village qui dit « Tiens, vous avez vu ce débarquement passif de la gendarmerie dans le truc ?» Donc on s'entend qu'il y a très peu de chances qu'elle revienne quand même, mais... Mais c'est fun. Totalement. C'est ça, il faut pas laisser ça au hasard, quoi. Donc, une fois de plus, Brochard et Messali, hop, allez, donc vous faites en sorte que tout soit fait, etc., vous nous donnez des nouvelles. Et puis, les trois autres, on retourne à la gendarmerie, parce qu'il faut parler à la juge d'instruction, éventuellement. Est-ce que c'est parler à la juge d'instruction qui permettra de faire étendre la garde à vue de Pierre Ménard, ou c'est deux activités dissociées? Parler avec elle et la convaincre, ça aidera. Dans tous les cas, c'est au juge des libertés qu'il faut que tu ailles faire la demande, donner les éléments supplémentaires pour qu'il puisse prolonger la garde à vue et que tu ailles annoncer à Pierre Ménard que tu peux prolonger la garde à vue. Ensuite, annoncer à Pierre Ménard, ça me dérange pas du tout. Donc je pense que si tu veux focaliser d'abord, c'est plutôt de donner des instructions au juge, contacter le juge des libertés pour obtenir la prolongation. Ok, mais je vais faire ça alors. Surtout que j'ai pas 2 tonnes d'éléments d'enquête, étant donné qu'on vient juste de découvrir le truc. C'est un peu circonstanciel, mais on peut quand même lui demander un sursis. Est-ce qu'en partant, je peux demander à la police scientifique de me dire au bout de combien de temps on aura les premiers résultats, certains premiers résultats? Est-ce qu'on peut les avoir demain? Est-ce qu'il faut prendre... Alors on parle pas d'ADN, on parle des trucs les plus immédiats. Par exemple, l'empreinte digitale, quoi. Sûrement le lendemain. Ok. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux demander au juge de liberté un délai supplémentaire de 48 heures, pas plus. Ça sera par 24 heures. Ben non, mais il faut donner un peu de lousse. Tu connais la procédure, c'est des allongements de 24 heures.
Ok, donc je demande une augmentation de 24 heures, 2 fois. Non, si j'ai les résultats au bout de 24 heures, j'ai les résultats au bout de 24 heures. Donc, ok, je vais demander 24 heures supplémentaires pour dire, ben voilà, on a une... Donc, et je sais pas si tu veux qu'on joue en roleplay, mais... Non, juste avant qu'on le fasse, le roleplay ou les éléments, il y a d'autres éléments. T'avais demandé aussi par rapport au numéro prépayé, non? Des informations. Oui, j'avais demandé des informations sur les fameux 4 numéros prépayés, les 5 numéros prépayés, donc... Donc il y avait quatre numéros qui échangeaient avec Pierre Ménard. On est d'accord? C'est ça. Donc t'as demandé des informations. Donc je te donne les infos aussi, comme ça peut être. Donc je considère que vous faites ça sur la route. T'appelles les équipes avec les infos que t'as reçues, tout ça. Donc on gagne du temps. Oui. Donc les prépayés, ils ont été achetés entre le 14 et le 18 janvier. Par rapport à la demande que tu as fait, par rapport à l'investigation sur ces numéros et ces échanges, vous avez pu avoir avec donc pas des fadettes en tant que telles, mais les antennes relais, euh, qui ont déclenché le numéro, là où ils se sont connectés. Et donc, celui qui correspond pour sûr à Pierre Ménard fait un ping, a laissé une trace à l'antenne de relais qui correspond au secteur de la ville de Villegouge le jour de l'événement. Ah, je te tiens. D'ailleurs, il y a sur les 5 numéros, il y en a 3 qui ont été captés ce même jour-là, à la même heure, sur cette antenne relais-là. Mhm. Alors là, on est beaucoup moins dans le circonstanciel, là. Là, on est dans le plus solide. Parmi ces 3 numéros qui ont pingé, il y en a un qui a aussi pingé sur l'antenne de relais qui est à l'entrée de Villandreau, qui couvre la zone de Villandreau. Donc chez Pierre Ménard. Et ce numéro-là a aussi été repéré à l'antenne qui couvre l'entrée de Bègle. Mm-hmm. Aucun à la ferme Jordi? Et le dernier info, le 20 mai, les 5 à l'antenne de relais qui couvre la zone de la ferme de Jordi. Ok. Je jubile. Je jubile. Et est-ce que... Alors, je leur pose la question, ils vont me dire, on sait pas maintenant, etc. Est-ce qu'ils peuvent nous dire si ces numéros de téléphone-là, ils sont encore actifs? Est-ce qu'ils pingent là en ce moment? Est-ce qu'il y a un endroit où il y en a un qui est visible? Alors ça, tu peux pas il faut refaire une demande pour essayer d'avoir quelque chose en temps réel. Là, tu as fait un bilan par rapport à ce qu'il y a, donc là, il faut faire une demande pour ça. Donc je peux la prendre en note. Donc il faut un jet de respect, c'est ça? Juste avant, je te donne des infos complémentaires par rapport aux trucs qu'ils ont vus, par rapport au ping sur les numéros et tout ça. De votre expérience, ce que le personnel qui a fourni la réponse t'a donné, ils te disent que il apparaît clairement que les personnes qui utilisent ces téléphones, elles les débranchent en sortant les batteries. Ce qui fait que il y a des pings quand ils les utilisent, et après il n'y a plus rien de truc. Juste pour que tu aies cette information-là. Donc ce que tu es en train de dire, c'est que c'est des gens intelligents, quoi. Et nous n'avons pas trouvé de téléphone portable pendant la fouille de chez Pierre Ménard, par exemple. Hormis, chez Pierre Ménard, vous avez trouvé son téléphone officiel, son téléphone mobile officiel, et un téléphone prépayé. Donc voilà, donc ce que je vais demander, c'est qu'il faut remettre la batterie et voir si c'est le bon ou celui qui correspond au numéro. Alors ça c'est bon, celui-là vous l'avez fait, donc celui-là, c'est ce que j'ai dit dans les notes. Celui-là, il a donné un signal dans une antenne qui était à Villegouge le jour de l'événement. À Villandreau, c'est normal parce qu'il y était au moins une fois. Et une fois à Jordi, le 20 mai. Ouais, où ils étaient avec les quatre autres numéros. Donc, ce que j'aimerais demander comme truc, donc c'est une alerte temps réel, c'est-à-dire que la prochaine fois qu'un de ces numéros est activé, je veux qu'il m'appelle instantanément, et puis je vais faire une autre demande pour avoir une équipe du GIGN disponible, c'est-à-dire que quand on aura l'alerte en temps réel qu'un numéro est apparu sur une des tours, qu'il y ait une équipe du GIGN qui soit disponible pour aller intervenir à ce moment-là à travers l'Aquitaine. Si ça marche, ensuite si ça marche pas. Mais au moins ça nous aiderait énormément parce je veux dire, avec des ressources limitées, on n'est pas organisé en mode intervention, donc il faut de l'aide par rapport à ça. Très bien. Donc pour faire ça, effectivement, ça va demander un peu d'utiliser ses ressources et ses sauvegardes. Donc le respect, puisque dans les deux cas, c'est lié au métier, quoi. Donc je suis toujours très fatigué puisque je suis plus en D10 et je suis toujours pas en D10, je suis pas revenu à mon D10 en respect, je suis toujours à mon D8, donc je lance mon test de respect avec mon D8. Il faudrait que j'aille retourner en vacances. Et je fais magnifiquement un 1, donc ça commence très mal. Donc ça c'était pour le ping des prépayés ou c'était pour le GIGN? Le GIGN. Ok, très bien.
Donc là, je tombe à un D6 en respect, c'est ça? Je perds un niveau de respect. Ouais, à un niveau, ouais. Donc là, j'ai passé du D8 au D6. Pourquoi? C'est bien, ça va bien avec la tension du truc, c'est bien. Non, pour une fois qu'on a, on a un truc qui marche, je peux pas me le faire avoir, quoi. Allez, et là, mon deuxième jet de respect pour l'alerte en temps réel. Ah, je fais magnifiquement un 4, donc au moins je perds pas de truc. C'est pas le respect là où il y a l'inspection, l'IGPN qui est sur mon dos là, c'est pas ça? Quand tu rates comme ça fait monter la jauge de pression, donc vous l'avez déjà fait augmenter au maximum, ce qui fait que vous avez tous perdu un niveau de respect. Ouais. Et donc là, pour moi j'ai considéré que ça avait nettoyé la jauge, et donc là ça redémarre, et donc ça refait monter un point ta jauge de pression. Donc effectivement, si elle a encore un niveau, si tu la bloques, pareil, vous reperdrez tous un niveau de respect parce que vous harcelez tout le monde, et effectivement, l'IGN recevra encore un truc que vous mettez trop de pression, donc ça pourrait peut-être déclencher cette fois plus d'actions, quoi. L'IGPN, ouais. L'IGPN, ouais. Mais il faut le faire. Là on est au bord là, on va y arriver là. Ce que je te propose, c'est on fait pas faire le roleplay pour le juge des libertés, donc tu dis-moi juste les éléments que tu lui communiques et tout ça, et on fait voir si ça passe. Les éléments les plus probants, c'est on demande une extension de 24 heures pour valider les informations qu'on vient juste de découvrir dans les 3 dernières heures, incluant donc toute la liste des choses qu'on a trouvées à la ferme Jordi, mais aussi le rapport de ces téléphones prépayés qui en fait coïncide exactement avec le lieu et la date du meurtre pour Villegouge, le lieu et la date du meurtre pour Bègue, donc de Marie Briche récemment, et ensuite Villandreau, qui a été trouvé dans la maison de Pierre Ménard, et aussi les 5 téléphones qui étaient dans l'environ de la ferme de Jordi, qui est quand même pas mal isolé, donc c'est pas comme s'il y avait 2 tonnes d'endroits où ils pouvaient être, dans lequel on a trouvé en fait tous les éléments qui ont été volés chez les victimes et qui nous ont été rapportés précédemment. Donc là, je demande un complément de temps pour en fait, dû aux derniers éléments qui ont été trouvés, et qui nous permettrait d'avoir une meilleure visibilité de l'implication ou pas du suspect Pierre Ménard dans la tuerie Villegouge, la tuerie de Bègle, et les activités en général de Sophie Yansky, qui est la suspect principale. Voilà, c'est ça que je dis. De manière très, très honnête. Très bien. Donc effectivement, ça suffit, donc il faut que vous passiez, soit tu délègues à quelqu'un, soit il faut que vous passiez à la gendarmerie pour annoncer à Pierre Ménard qui va être sa garde à vue est prolongée. Ben on y va parce que de toute façon il faut que j'aille parler au juge d'instruction, donc j'imagine que... Okay. Est-ce que le juge d'instruction vient à la gendarmerie? J'imagine que je vais aller voir elle plutôt... Non, son bureau c'est pas dans la gendarmerie bien sûr. Je vais quand même passer par la gendarmerie parce que rien que pour me changer, je viens de patauger dans le... Très bien. Tu m'as dit qu'il était plus vieux et qu'on était au milieu de la campagne, donc j'imagine qu'on a un peu pataugé quoi. Ah bah on est le mois le plus pluvieux, c'est un temps hyper pourri, donc ouais c'est horrible. Donc comme c'est une ferme, oui c'est de la boue, c'est ça. C'est ça, donc je vais repasser par la gendarmerie pour me changer. Parfait. Et du coup je vais passer par la zone de détention provisoire. Nickel. Et ensuite je vais aller voir la juge d'instruction. Donc voilà, j'ai fait ça. Donc je vais... On arrive... Donc... Nous arrivons à la gendarmerie. Je me change. Je me recoiffe. Je réajuste mes lunettes. Et je demande au capitaine Tellier de venir avec moi. Et donc nous nous dirigeons dans la zone de détention provisoire. En même temps que vous allez vers la zone de détention provisoire, bah, vous avez des collègues que vous croisez forcément, et donc tu as un collègue qui te croise et qui te dit « Ah, je sais pas si ça peut t'intéresser, mais là on est en train de faire une interview, un entretien, il y a 2 jeunes qui ont été apparemment, pas apparemment, ils ont été kidnappés et très violentés fortement, et ils nous ont parlé d'être retenus de cage, ou enfin ils sont en train d'être interrogés par Paul là-bas, par le lieutenant Paul. Je sais pas si ça peut t'intéresser ou pas. » Je regarde ma montre, j'en suis où par rapport à la juge d'instruction? Parce que je suis sur un timing, quoi. Je peux pas la faire... C'est pas le style de gens que tu fais patienter, quoi. Alors, la juge d'instruction Lopez, tu l'as déjà un peu plus échangé, par rapport au procureur Waro, bah, c'est une bosseuse consciencieuse et tout ça. Si tu lui mets un message et que tu lui dis qu'il y a un truc pour l'enquête, toi, tu sais qu'elle comprendra, alors que Waro était plutôt très politique et tout, donc ça aurait pu, je pense, l'énerver. Elle, tu penses que avec des bons arguments, ça passera, quoi. Donc je lui envoie un message
Ou je l'appelle. Je vais plutôt l'appeler, c'est plus poli d'appeler les gens, déjà. Au pire, son assistant ou son assistante... Ouais, la greffière, t'as la greffière qui répond, qui est toujours là, qui est super sympa. Bonjour, ici le capitaine Aurore Ruard de la gendarmerie de recherche d'Aquitaine. Je suis attendu par le juge d'instruction, Madame Lopez. Est-ce que vous pourriez lui faire passer un petit message ? Il y a un développement en cours par rapport à l'affaire de meurtre de Villandreau. Je voudrais lui dire que je serai 30 minutes en retard parce que il y a des témoins potentiellement impliqués dans l'affaire qui viennent juste d'être amenés à la gendarmerie. J'espère qu'elle comprendra. Et comme d'habitude, je lui amènerai les cannelés qu'elle préfère. Merci beaucoup et bonne journée, bonne soirée. Et puis j'appelle le plancton qui est au début, qui est à l'entrée de la caserne. Il y a toujours des planctons à la caserne. Je lui ai demandé qu'il aille m'acheter des cannelés. C'est un ordre. C'est un ordre. C'est un ordre. C'est impératif. C'est un ordre. Chef, oui, chef. Et donc, alors du coup, je vais suivre le collègue. Donc c'est Laetitia Jacquard qui répond oui, bien sûr, j'ai bien pris note et je lui transmettrai ça et je la ferai attendre comme il faut, pas de souci. Et je pense qu'elle sera ravie. Surtout prenez la toque cuivrée pour les cannelés, hein. Pas les baillardants. Hein. Donc je demande au plancton d'acheter les bons cannelés. Donc en fait c'est un brigadier Vidal qui fait l'interview. Donc je suis le brigadier Vidal pour l'interview. Donc tu restes dans la salle à côté, je présume. Oui, j'interviens pas, ouais. Donc, tu es dans une petite salle attenante à une salle d'interrogatoire où 2 personnes sont en train d'être interviewées, donc un jeune homme, Mehdi Larbi, la vingtaine, et pareil que ça, une jeune fille, pareil, la vingtaine, Nadia Borde. Quand t'as marché ou que t'étais dans la salle, on t'a dit, voilà, c'est des routards, travailleurs saisonniers, un peu clochards, qu'on dirait, qu'on est en train d'interviewer par rapport à ce qui s'est passé, puisqu'on les a récupérés à Madirac dans la nuit, ils étaient un peu délirants et en état de choc. Et donc, maintenant que ça allait mieux, on a initié l'interview avec le brigadier Vidal en train de faire l'interrogatoire. Je vais te dérouler ce qui se passe et tu diras après quand tu me fais réagir. Donc, en gros, ce qu'il raconte, c'est que leur camion est tombé en panne dans la campagne et ils ont été pris en stop par un gars assez élégant qui leur a proposé de passer la nuit chez lui et qu'ils l'ont décrit comme une sorte de Georges Clooney local, quoi, à Targon. Puis là, ils sont perdu connaissance, quoi, et ils se sont réveillés, ils étaient dans des cages, tout nus, dans une sorte de grange, quoi, avec un gardien masqué qui venait leur jeter la nourriture. Donc là, tu vois, ils racontent différentes choses très malaisantes et tout ça, et puis surtout, bon, on passe les détails, mais ce qui est écrit, c'est qu'effectivement, les deux ont été fortement brutalisés dans les deux sens. Ce qui les a marqués, c'est aussi un homme avec des yeux verts, d'un vert très intense, quoi. Et puis une nuit, il y a eu des coups de feu. Ils ont vu des gars cagoulés. Ils pensaient que c'était le GIGN, et en fait, ils sont montés à bord d'une camionnette, et puis à un moment donné, ils ont été libérés. Ils ont été libérés sur une route, et on leur a dit, voilà, de partir, quoi. Donc ça, c'était le 22-23 avril. Ok, donc c'était il y a un mois et quelques. Avant la tuerie de Villegouche. Et ils avaient une chienne avec eux, ils sont inquiets pour leur chienne Lady. D'accord. Est-ce qu'ils disent où ils étaient? Donc ils sont tombés en panne à Targon, c'est ça? Ouais, donc t'as une carte normalement de la région bordelaise. Je l'ai regardé. Alors, Targon, c'est facile. Vous voyez Rodensac, Poudensac, c'est juste à côté. Je sais pas, ça doit être à 10 minutes, 15 minutes de route peut-être, de Poudensac. Donc, pour ceux qui sont moins familiers avec la géographie bordelaise, vous pouvez aller consulter la carte sur notre site web, d'ailleurs, sur la page de la saison. Mais en gros, Targon, c'est pas si loin que ça de Bordeaux. C'est au ouest, un peu au sud. C'est à mi-chemin entre Poudensac et Saint-Émilion. Ça, je suis sûr que ça vous aide pas du tout, mais où c'est pas loin de Sainte-Croix-du-Mont, où ils font du très bon vin blanc. Avis à tous les amateurs de vin blanc sucré pour le foie gras ou pour le reste. Et Targon, c'est de l'autre côté de l'autoroute par rapport à Villandreau. Donc ça doit être une bonne grosse demi-heure au moins facilement de Villandreau. Ouais, c'est à peu près à 20 km. Targon, Villandreau, il y a 20 km entre les deux, quoi. Ok, donc
Et ils ont été récupérés à Madirac, sur juste la départementale qui rejoint Madirac. C'est à l'ouest de Targon, à peu près un peu moins de 10 km. Ah oui, ok. Mais s'ils ont été repérés là, ça veut dire que c'est pas à Jordi, ils doivent avoir une autre ferme. Ils avaient pas une ferme à Madirac qui était louée en ce moment? Il y avait une ferme à Madirac qui était louée à Monsieur Brunet, ouais. Quelle journée! Huard et son équipe ont bien travaillé. Avec toutes les actions lancées, on peut dire que Aurore est survitaminée. J'espère que vous avez aimé le passage de montée en compétences. J'aime bien aussi l'idée du babyphone. Et vous, qu'est-ce que cela va donner d'après vous? En tout cas, avec toutes ces découvertes et le moyen d'utiliser les informations des téléphones prépayés, je pense que l'on va avoir de nouveaux rebondissements. Comme l'entretien avec les 2 routeurs qui ont été kidnappés. Étrange tout cela. Pour la suite, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à nous suivre sur les réseaux sociaux ou sur le site unduorolist.net. Nous espérons que cet épisode vous a plu et nous vous disons à bientôt.